Monsieur Huxavet-Guéras, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière. Musée qui organise à partir du 3 juin 2014 et ce jusqu'au 4 janvier 2015 une exposition intitulée « Ma maison à Lugdunum ». Cette exposition participera d'ailleurs à son ouverture aux Journées nationales de l'archéologie qui se tiennent les 6, 7 et 8 juin. Le titre de l'exposition, « Ma maison à Lugdunum », donne l'impression que l'accent est mis sur l'architecture domestique et les activités quotidiennes des habitants de Lugdunum, de Lyon, à l'époque romaine. Est-ce que c'est bien le cas? Voilà, tout à fait. En fait, ces expositions actualités, elles ont été créées il y a une quinzaine d'années à peu près, et le but c'était de transmettre au public dans des délais raisonnables, après la fouille, les résultats des opérations préventives. Il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas Internet, l'information circulait moins bien, et on s'était dit, enfin, mon prédécesseur, Jacques Lasfargue, avait choisi justement cette formule de petites expositions, mais monter très peu de temps, si possible, après la fouille elle-même, pour transmettre au public rapidement des informations qu'il avait du mal à trouver ailleurs. Donc, au fil du temps, donc, on a suivi de nombreuses fouilles préventives, et on a choisi de présenter donc, cette année les résultats d'une opération qui a eu lieu tout près du musée sur la colline de Fourvière en 2010. Donc c'est la fouille d'un îlot d'habitat, en effet, par l'entreprise Archéodunum, dirigée par... la fouille était dirigée par Tony Silvino. Voilà, oui, justement, vous venez de le dire, l'exposition est donc le fruit de la collaboration entre le musée gallo-romain, la société Archéodunum, qui est une société spécialisée dans l'archéologie préventive, le service régional de l'archéologie. Plusieurs équipes d'Archéodunum d'ailleurs travaillent notamment à Lyon et dans ses environs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée cette collaboration? Oui, alors au départ, donc, on a pris contact en disant, voilà, vous avez réalisé une fouille en 2010, les résultats nous semblent intéressants parce qu'en fait, ils complètent pas mal de choses qu'on connaissait sur l'urbanisme de la colline de Fourvière en particulier. Il y a eu une très grande fouille préventive, une des premières à Lyon dans les années 1980 qui avait porté un peu sur le même secteur. Donc on a eu l'accord d'Archéodunum, on a pris contact avec le responsable d'opération qui nous a confié le rapport de fouille, tout ça bien sûr, après en avoir parlé avec le service régional de l'archéologie, le ministère qui a été le prescripteur de cette opération. Alors ensuite, le musée nous avons lu très attentivement ce rapport de fouille, on a proposé de présenter un certain nombre de thèmes. Et donc tout ce que nous avons pu écrire, proposer, a été validé à la fois par le responsable d'opération, la direction d'Archéodunum, et également, en collaboration avec l'État et Archéodunum, nous avons pu disposer de ce qu'on appelle le mobilier archéologique, qui est en fait les objets conservés à l'issue de la fouille, pour leur montrer une petite partie dans cette exposition. Quand on évoque la maison romaine, on imagine presque d'emblée qu'il s'agissait d'une maison très confortable et luxueuse. Alors les fouilles donc, qui ont été réalisées en 2010, que vous venez d'évoquer, sur la responsabilité de Tony Silvino, qui était à l'époque archéologue chez Archéodunum, ont été faites dans l'enceinte de l'hôpital de Fourvière. Tout à fait. Est-ce qu'elles viennent renforcer cette idée justement de confort et de luxe de la maison romaine? Comment est-ce qu'on a pu mieux comprendre la vie dans une domus? Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous situer chronologiquement parlant le cadre? Oui, alors l'intérêt de cette opération, c'est qu'elle a permis de suivre en gros un îlot d'habitat entre sa création au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à son abandon au 3e siècle. Alors c'est très intéressant parce que cet urbanisme sur la colline de Fourvière, d'abord c'est un urbanisme très régulier avec des îlots très réguliers, et à l'intérieur il y avait de véritables petits immeubles qui associaient à la fois des locaux commerciaux, des boutiques, des ateliers et des habitats. Alors, on n'est pas dans la très grande maison, vous savez, comme on voit tout autour de la Méditerranée, ce qu'on appelle la grande maison en péristyle, avec d'immenses jardins, comme on peut en voir de beaux exemples à Saint-Romain-Orgal, avec des domus qui, au rez-de-chaussée, dépassent plusieurs milliers de mètres carrés. Mais on est malgré tout dans quelque chose de très original, parce que ce sont des maisons avec au moins un étage, voire plusieurs. Il y a un souci de confort, puisqu'il y a le tout à l'égout. Il y a probablement aussi des inductions d'eau. Il y a un souci également de confort dans la décoration, dans le choix des matériaux. Donc là, on n'est pas du tout dans un habitat modeste, comme on pourrait le penser, parce que très souvent, en particulier sur l'exemple d'Ostie, on avait pensé que ce qu'on appelait les insulés, c'est-à-dire ces blocs d'immeubles, étaient réservés vraiment aux classes sociales les plus démunies. En fait, pas du tout. On est quand même dans un habitat de qualité ici. Avant de parler d'ailleurs plus précisément de la thématique de l'exposition,
Tous les objets exposés proviennent des fouilles, tous ou presque tous en tout cas. Tout à fait. Quels sont les types ou les catégories d'objets que vous avez privilégiés pour cette exposition? Alors, bien entendu, on ne peut pas tout montrer, donc à chaque fois, on essaye de trouver des thèmes originaux, ou du moins qui ont été particulièrement mis en valeur par cette fouille. Donc là, les thèmes présentés, ça va être tout d'abord l'urbanisme et la maison, la construction, donc plus à partir de plans que d'objets. Il y a une petite partie sur les matériaux de construction. Et ensuite, on a choisi quelques thèmes. On a choisi de parler de la vie économique, parce qu'il y a énormément de fragments d'amphores qui ont été découverts dans cette fouille, qui révèlent sur 3 siècles les grands produits qui étaient importés de la Méditerranée. Vous savez que Lyon a été placé sur une voie commerciale très importante, avec des flux de marchandises à la fois de la Méditerranée vers l'intérieur de l'Empire, mais dans l'autre sens aussi. Malheureusement, tout n'a pas laissé des traces, mais s'il y a quelque chose qu'on connaît assez bien, ce sont les produits qui viennent de la Méditerranée grâce aux amphores. Essentiellement, sauces et conserves de poissons, vin et huile d'olive. Donc on a choisi ce thème de l'amphore, un objet porteur d'informations économiques, en montrant que pour l'archéologue, nul n'est besoin de trouver des amphores entières, mais que quelques tessons caractéristiques de la forme, de la pâte suffisent à l'enseigner. Alors autre thème traité qui est assez original, c'est la consommation des coquillages, parce qu'on imagine mal qu'à l'époque romaine, aussi loin des rivages, on pouvait importer des huîtres, des pectènes, d'autres coquillages qu'on pouvait consommer et qui arrivaient vivants. Voilà. Et puis, on a parlé un peu d'artisanat. Et ensuite, le dernier thème, mais qui est un peu en marge de la vie domestique, c'est quelque chose d'assez curieux. Dans la maison, probablement en cours d'abandon, dans une des pièces, a été trouvé plusieurs moules monétaires, et qui sont en fait des moules de fausses monnaies, puisque la vraie monnaie, la monnaie officielle, la monnaie impériale, comme il y avait d'ailleurs un atelier à Lyon, était frappée. Mais à Lyon et ailleurs, on découvre de temps en temps des moules monétaires de faussaires qui reproduisaient des monnaies en les coulant. Et c'est intéressant parce que ça pose le problème de la technique, comment on faisait pour, disons, reproduire ces monnaies. On a travaillé avec un fondeur d'ailleurs pour essayer de voir les différentes étapes. Et l'autre question qu'on se pose, est-ce que c'était vraiment une activité qui était dissimulée? Est-ce que c'était des faux plus ou moins tolérés par le pouvoir quand on manquait de petites espèces? La question reste posée. Alors pour ceux qui s'intéressent à l'étude de la vie à la romaine, on va dire, est-ce que Lyon est un bon exemple illustratif de cette vie à la romaine qu'on peut trouver dans d'autres régions, dans d'autres pays de la Méditerranée? Alors, oui, certainement, parce que Lyon était d'abord une ville importante dans l'Empire romain. C'était non pas la capitale des Trois Gaules, comme on le voit souvent écrit, mais au moins, en tout cas, la capitale d'une grande province, et la métropole, comme on peut dire, des Trois Gaules, c'est-à-dire la ville la plus importante. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on y vivait vraiment à la romaine. Il y a un degré de romanisation très très avancé. Alors bien entendu, ça nous éclaire sur la vie en ville. Évidemment, il faut imaginer que les conditions, les modes de vie, les habitudes, les traditions devaient être assez différentes entre une grande ville comme Lyon et les campagnes. Mais en tout cas, pour ce qui est de la vie urbaine, c'est sûr que Lyon est une mine d'informations, aussi bien d'ailleurs pour l'archéologie, l'épigraphie. C'est vraiment l'exemple même d'une grande capitale d'empire où on retrouvait des classes sociales très très diverses, depuis des esclaves jusqu'à des personnages très importants, de nombreux métiers qui étaient attachés en particulier à faire vivre toute cette classe la plus riche. Et du coup, évidemment, on a une vision assez large de la société à cette époque. Alors vous l'avez bien souligné, l'exposition présente un très grand nombre d'objets issus des fouilles. Mais pouvez-vous nous expliquer comment on peut transmettre une vision de l'histoire avec un grand H à partir de petits objets, ou d'objets en tout cas assez communs et parfois ou même souvent fragmentés, qui appartiennent, sauf exception, eux, plutôt à la petite histoire? Oui, c'est vrai qu'en particulier avec cette exposition sur l'habitat, on parle de la vie quotidienne. Alors, bon, il faut, bien entendu, on n'a pas l'ambition, à partir d'une exposition actualité, de révéler l'ensemble de ce que pouvait être Luc Dunhomme à l'époque romaine. Mais je crois que ces expositions actualité, elles ont un double intérêt. Le premier, c'est qu'elles partent vraiment de découvertes concrètes, archéologiques, et donc elles peuvent s'adresser à tous les publics, parce qu'en fait, l'archéologie, partant d'objets concrets, c'est une porte d'entrée assez simple, si vous voulez. On ne donne pas une vision écrasante de la culture, ni austère, comme peut être parfois l'épigraphie, par exemple, qui suppose avoir de nombreuses connaissances pour lire une inscription. Là, on est dans la vie quotidienne, c'est quelque chose qu'on peut comprendre assez facilement. Alors, une fois encore, c'est un tout petit bout de la vie à Luc Dunhomme qu'on montre, mais peut-être que ça peut inciter notre public après à revenir, à vouloir en savoir plus. Voilà. La deuxième chose, c'est que dans ces expositions,
on s'autorise à un peu de, je dirais, de variété, on s'autorise à présenter le sujet de manière un peu plaisante, ludique. Donc là, par exemple, on a fait un rapprochement un peu plaisant entre ce que peut être une publicité pour une nouvelle construction par un promoteur aujourd'hui, et puis et puis l'Antiquité. Alors ça nous révèle un certain nombre de choses, en particulier la différence qui pouvait exister entre aujourd'hui et l'Antiquité. C'est vrai qu'à l'époque romaine, il n'y avait pas, disons, l'immobilier n'était pas traité comme il est aujourd'hui. Apparemment, il n'y avait pas d'agence immobilière, mais en même temps, ça révèle aussi une certaine modernité de l'époque romaine, puisque même s'il n'y a pas de permis de construire, il y a un souci de la norme. On sait en tout cas pour Rome et l'Italie on souhaitait éviter les incendies, on avait limité la hauteur des étages, on privilégiait certains matériaux. Alors bien sûr, tout cela, on le connaît pour Rome et l'Italie par des textes, mais nous, on peut approcher ces questions grâce à l'archéologie. Alors, le propre, me semble-t-il, vous me direz si je me trompe, mais le propre d'un musée archéologique comme celui de Lyon-Fourvière est de présenter justement au public le mobilier archéologique qui est produit par les fouilles. Or, on constate que les fouilles et puis les découvertes s'accroissent de manière exponentielle chaque année. Et donc, se pose un problème, je pense, assez important, c'est qu'on ne peut pas malheureusement tout exposer et tout conserver. Comment est-ce qu'on peut gérer cette masse énorme de matériel archéologique? Est-ce que ça en vaut la peine? Et quel est alors le rôle que peut jouer un musée archéologique comme celui de Lyon? Alors là, les choses ont évolué rapidement depuis, on va dire, une quarantaine d'années. Lorsque le musée a ouvert, dans les années 75, en fait, c'était le seul lieu qui pouvait servir de dépôt de fouilles au centre de conservation, puisqu'à l'époque, l'activité archéologique était relativement restreinte. Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé l'explosion d'archéologie préventive, la multiplication des fouilles de plus en plus systématique, les diagnostics, les opérations, la multiplication des opérateurs. Et tout cela a fait, dans un premier temps, que les réserves du musée ont été saturées rapidement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des dépôts de fouilles en plusieurs lieux et qu'il faudrait pouvoir rassembler tout ça. D'où l'intérêt de ces projets de CCE, Centre de conservation et d'études des collections, qui serait vraiment à même à la fois de pouvoir rassembler les collections, les étudier correctement, et pour finir, on se dit aujourd'hui que ne devrait venir dans les réserves du musée que la partie susceptible d'être exposée au public. Alors après, que faire du reste? Vous savez que c'est un débat là, qui agite beaucoup la communauté scientifique. Est-ce qu'il faut tout conserver de manière totale? Est-ce qu'il faut au contraire faire un tri et ne conserver que les choses qui pourront servir à l'avenir? Les adversaires de cette façon de voir les choses disent qu'aujourd'hui on ne saura peut-être pas ce qui servira demain. Le fait est que il me semble difficile de tout conserver. Il y a cette notion de collection d'études qui va peut-être finir par s'imposer. Quand on trouve 500 kilos d'amphores, par exemple, une fois qu'on les a triés, comptés, on peut garder un échantillonnage représentatif pour des analyses futures, mais vouloir garder tous les tessons, c'est peut-être utopique, parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas les moyens de le faire. Voilà. Donc, moi, j'espère qu'il pourra se créer sur Lyon un établissement de type CCE, parce que vraiment aujourd'hui on sent cette difficulté due à la dispersion des collections. Quand un chercheur vient nous voir en disant voilà, je travaille sur tel thème, on lui dit ben oui, il y en a une partie au musée, il y en a une partie au service archéologique de Lyon, il y en a une partie au ministère, il y en a une partie chez les opérateurs, et on souhaiterait pouvoir rassembler tout ça de manière à le traiter correctement. Écoutez, M. Saveguera, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et donc, je donne rendez-vous à tous nos internautes et lecteurs à l'exposition Ma Maison à Lugdunum qui se tient au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière du 3 juin 2014 au 4 janvier 2015. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt.